Alors qu'on vient juste de terminer une année assez bizarre à tous les niveaux, 2021 ne semble pas vraiment y faire exception, surtout dans le cas de l'Impact de Montréal, qui vraisemblablement devrait annoncer demain, jeudi, un tout nouveau logo, un tout nouveau nom, bref, un changement du tout au tout. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Comment qu'on doit faire ce changement-là? Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi on fait ce changement-là? Donc, c'est des questions que je vais essayer de répondre tout au long de la vidéo. Donc, bienvenue dans cette toute première vidéo d'analyse de l'Impact de Montréal. Donc, avant toute chose, j'aimerais vous dire que je ne suis pas un expert marketing. Donc, je ne suis pas dans la tête des gens qui ont créé ce projet de rebranding-là de l'Impact de Montréal. Toutefois, j'ai pris plusieurs informations que j'ai trouvées sur Internet, sur Twitter, afin de les rassembler dans cette vidéo pour essayer de vous donner une raison, des meilleures explications pour vous expliquer pourquoi l'Impact de Montréal ferait ce choix-là et comment il devrait le faire selon moi. Avant d'aborder le sujet principal, selon moi, il faut faire un bref retour historique sur l'ensemble de l'histoire de l'Impact de Montréal. Donc, tout a commencé lorsque l'Impact est fondé en 1992. C'est une équipe qui va changer beaucoup de fois de ligue dans son histoire. C'est dû à l'instabilité des ligues professionnelles de soccer en Amérique du Nord. Donc, l'équipe va commencer en APSL pour les saisons 93-94. Ils vont ensuite aller en A-League de 95 à 2004, ensuite la USL de 2005 à 2009, ensuite la USSF en 2010 et la NASL en 2011 pour finalement rester en MLS depuis 2012. Donc l'Impact de Montréal va connaître son âge d'or entre 2002 et 2009. Donc c'est cette année où ils vont gagner le championnat canadien consécutivement. C'est aussi à 2 reprises qu'ils vont gagner le championnat de leur ligue respective et ils vont gagner à 4 reprises la première position de la saison régulière de leur ligue. Depuis 2012, depuis que l'Impact de Montréal est rentré en MLS, l'équipe va gagner seulement 3 fois le championnat canadien et va faire les séries éliminatoires seulement que 4 fois, sans toutefois atteindre les grands honneurs. Donc premièrement, il faut reconnaître que l'Impact vit présentement un problème à l'interne. Donc le stade Saputo, c'est un stade qui a une capacité de 20 801 personnes et la moyenne d'affluence depuis 2012, c'est une moyenne de 19 128 personnes par match. Donc c'est 92% de la capacité du stade. À noter que cette moyenne-là comprend aussi les matchs au stade olympique. Donc c'est un stade évidemment beaucoup plus gros que le stade Saputo, ce qui fait gonfler les statistiques. Puis il faut aussi noter que l'affluence moyenne dans les 2 saisons régulières précédentes, donc 2018 et 2019, sont vraiment plus basses que les autres avant. 2019, c'est la pire année en termes d'affluence moyenne, avec une moyenne de 15 347 personnes par match, toujours avec les matchs au stade olympique. Donc c'est quelque chose qui peut être considéré comme alarmant. Le problème avec ces statistiques-là, c'est que même si 92% peut sembler une bonne moyenne d'affluence, on se rend compte que l'Impact, depuis sa création, a le monopole du soccer professionnel dans toute la province du Québec, donc 8 millions d'habitants, et en plus d'avoir le monopole du soccer professionnel au Québec, c'est aussi une organisation qui a le monopole des sports d'été. Donc, lorsque l'Impact a son calendrier de saison régulière, à part le Canadien qui joue un peu au début de la saison régulière de la MLS, c'est pas une équipe qui va être dérangée par d'autres activités sportives de grande envergure pendant leur saison régulière. Justement, lorsqu'on parle de compétition, avec l'arrivée imminente de la Canadian Premier League au Canada, on sait qu'il y a plusieurs équipes qui devraient potentiellement s'installer au Québec, qui est une des plus grandes provinces du Canada. Et en ce moment, il n'y a toujours pas d'équipe de CPL, donc on sait que ça va arriver d'ici quelques années. Et aussi, avec les pourparlers répétitifs du retour des Expos à Montréal, les Expos, qui sont une équipe de baseball, qui partagent un calendrier presque exact que le calendrier de la MLS. Donc, l'Impact de Montréal doit être capable d'aller chercher sa plus grande part de marché possible au Québec avant que la compétition devienne de plus en plus féroce dans la province. L'autre chose qu'on peut se demander aussi, c'est est-ce que
tous les gens qui sont fans de soccer se déplacent pour aller voir les matchs de l'Impact de Montréal. Donc, on se rappelle, en 2016, si je ne me trompe pas, l'Impact de Montréal a accueilli l'AS Roma lors d'un match amical. Donc, le stade était plein et ça scandait partout dans le stade des noms de joueurs de l'AS Roma. Lorsque le Real Madrid se déplace pour des entraînements publics, on sait qu'il y a des foules de gens qui se déplacent avec des maillots du Real pour aller voir l'entraînement. Et aussi, j'ai une anecdote d'un ami qui avait des billets de saison dans le COP au stade Saputo. Il me disait que lorsque Didier Drogba est arrivé, il y avait dans sa section quelqu'un qui avait un maillot de gardien floqué Didier Drogba qui a été à tous les matchs lorsque Drogba était présent dans l'équipe. Et lorsqu'il est parti, on n'a plus jamais vu cette personne au stade Saputo. Donc, est-ce que l'Impact est à son plein régime? Est-ce que l'Impact va chercher tous les clients potentiels, tous les fans potentiels qu'il y a au Québec? Je pense pas. Et je pense aussi que c'est l'objectif du changement de marque de l'Impact de Montréal, c'est d'essayer d'englober une plus grande part de marché qui en ce moment on n'est pas capable d'aller chercher. Donc certains pourraient me demander pourquoi on décide de faire ce changement de marque-là maintenant en 2021 alors qu'on aurait pu le faire en 2012 en rentrant dans la grande ligue qu'est la MLS. Selon ce qu'on a vu un peu avant sur le palmarès de l'Impact de Montréal, on remarque que leur âge d'or est entre 2002 et 2009 et c'est à une époque où la popularité du club va monter et va devenir de plus en plus positive. Et c'est avec un peu cette mentalité-là qu'on a voulu rentrer en MLS, donc avec nos 7 championnats canadiens d'affilée et un peu notre statut d'équipe glorieuse au Canada. Donc on est rentré un peu dans la MLS avec cette mentalité-là, mais on a vite remarqué que la MLS est une ligue beaucoup plus supérieure. Donc depuis qu'on est arrivé en MLS, on a un palmarès assez difficile à regarder. On parle de 103 victoires, 58 matchs nuls et 134 défaites en saison régulière. Donc, on remarque chez les fans, dont moi, que les années se suivent et se ressemblent. À chaque année, on sait qu'on va finir en milieu de tableau, qu'on va se battre pour les séries. Donc, il y a un peu une attitude de lassitude qui s'installe avec l'Impact de Montréal. On sait que les années se suivent, se ressemblent. On sait qu'on commence à s'habituer à la médiocrité un peu, qu'on sait qu'on va terminer en fin de tableau ou qu'on va se battre pour les séries de fin d'année. Donc, on veut essayer de changer cette mentalité-là et essayer d'apporter un vent nouveau avec le rebranding. Donc, lorsque je dis ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont devant leur écran et qui disent « Mais voyons, pour changer cette attitude-là, pour changer cette mentalité-là, il faut changer l'équipe, il faut avoir une équipe gagnante sur le terrain pour pouvoir attirer des gens. » Et c'est quelque chose que je trouve absolument vrai. C'est quelque chose qui... je m'obstinerai jamais avec quelqu'un qui va me dire que avoir une équipe gagnante, c'est avoir plus de fans, donc avoir une meilleure réputation. C'est totalement vrai. Sauf qu'il faut faire la distinction entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe à l'interne. Donc, ce qui se passe sur le terrain, c'est le travail d'Olivier Renard, le nouveau directeur sportif qui est là depuis presque 2 ans. Le travail d'Olivier Renard est une chose en soi, une chose qu'il fait très bien selon moi jusqu'à présent. Et le travail de Kevin Gilmore en est un autre, qui doit être connexe avec celui d'Olivier Renard. Ces 2 personnes-là sont probablement les 2 personnes les plus importantes présentement de l'organigramme de l'Impact de Montréal. Et leur but, les 2, c'est d'offrir le meilleur produit, d'offrir la meilleure équipe, la meilleure marque possible pour que les gens puissent consommer de cette marque. J'en profite pour vous dire que si vous aimez ce que vous écoutez jusqu'à présent, ou si au moins je suscite un petit peu d'un sentiment de débat, là, de désir de débattre, mais je vous invite à partager ma vidéo, à vous abonner ou à laisser un commentaire et à aimer la vidéo. Donc ça me fait vraiment plaisir, ça me démontre qu'il y a de l'intérêt pour ce que je fais et ça va juste, c'est ça. Donc un travail de rebranding se fait sur plusieurs années, sur plusieurs mois. Il me fait porter à croire que l'embauche de Kevin Gilmore, que ça fait bientôt 2 ans que c'est arrivé, était justement dans l'optique de changer la marque, de marquer un tournant chez l'Impact de Montréal. Donc l'objectif premier d'un projet de cette envergure-là, c'est de rendre la marque plus internationale, plus attrayante pour tout le monde, pour les investisseurs, pour les fans.
j'espère que je vous apprends rien. Probablement que je vous apprends rien si vous écoutez cette vidéo. Mais le prochain nom de l'Impact de Montréal, officieusement, c'est le CF Montréal, le club de football de Montréal. Lorsqu'on regarde tous les clubs qui ont rejoint la MLS après l'Impact de Montréal, on remarque un petit pattern. New York City FC, Orlando City SC, Atlanta FC, Minnesota United FC, LAFC, FC Cincinnati, Inter Miami CF, Nashville CS, Austin FC, sans oublier les prochains clubs qui vont arriver en 2022 et 2023, Charlotte FC et Sacramento Republic FC, sans oublier Saint-Louis City FC. Donc, est-ce que vous voyez un peu le pattern? Donc, c'est ce qu'on peut appeler la MLS 3.0. C'est des équipes qui sont rentrées en MLS en voulant se détacher de l'étiquette nord-américaine qu'on pouvait accorder à la MLS. C'est probablement aussi ce que l'Impact de Montréal tente de faire avec son projet en essayant d'englober, d'aller chercher les gens qui vont snobber un peu plus la MLS, qui vont trouver que c'est trop nord-américain, qui vont juger par exemple des noms comme l'Impact de Montréal ou les Sounders de Seattle ou le Crew de Columbus, donc les vieux clubs. Donc on sent qu'il y a un changement de modèle dans les nouveaux clubs qui s'installent dans la MLS. C'est aussi une tendance qu'on remarque à l'international lorsqu'on regarde le Paris Saint-Germain qui essaie de se détacher un petit peu plus de son Saint-Germain pour rester Paris. On remarque aussi ça avec les Girondins de Bordeaux qui veulent se débarrasser du Girondin pour devenir que Bordeaux, ou bien Tottenham Hotspurs qui est beaucoup plus connu sous le nom de Tottenham et qu'on essaie d'oublier un peu le Hotspurs. Donc si l'Impact est la dernière équipe à avoir intégré la MLS avec un nom qui fait vieux jeu, donc dans le style plus nord-américain, est-ce qu'on peut dire qu'on a manqué de vision? Oui, on peut un peu dire ça. Est-ce que c'est trop tard pour changer? Alors là, je vois des gens qui sont sur leur écran qui disent « Oui, c'est trop tard ». Selon moi, c'est pas trop tard parce qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir améliorer notre produit. Il n'est jamais trop tard pour essayer de passer le prochain niveau. Historiquement, c'est un peu ça. On a toujours peur du changement, mais lorsque le changement arrive, on s'habitue puis on réalise que c'est peut-être mieux comme ça. Puis c'est une roue qui tourne. Donc, selon moi, on fait le bon choix en essayant de passer l'équipe sur le prochain niveau. Et c'est une discussion que j'ai tout le temps avec mes amis lorsqu'on discute de l'Impact. C'est que on dirait que jeudi, donc demain, on va avoir l'annonce du club qu'on aurait dû avoir en 2012. Je sais pas si vous me suivez. On dirait que tous les changements qui ont été apportés depuis 2 ans, donc l'embauche de Kevin Gilmore, l'embauche d'un vrai directeur technique, un vrai directeur sportif comme Olivier Renard, c'est des choses qui auraient dû être faites il y a très longtemps. Et enfin, après 8 ans, après s'être habitué à des choses un peu plus nord-américaines, on réalise que c'est pas la voie qu'on aurait dû prendre. Et enfin, on est en train de faire le bon choix. Donc le but de rendre la marque la plus internationale possible, c'est d'essayer d'aller chercher le plus grand public possible, le plus grand auditoire. Puis c'est aussi de cette façon d'essayer de chercher des investisseurs qui sont prêts à s'impliquer dans ton projet parce qu'on sait que plus ton produit s'adresse à un large public, plus tu as un potentiel de vente. Donc, plus les investisseurs sont prêts à s'impliquer dans ton équipe afin de générer le plus de profit possible. C'est juste des discussions de salon, mais j'ai discuté avec mon ami qui a écouté le Cannes FC podcast ce lundi. Les gars, ils discutaient sur pas le potentiel parce que c'est basé sur rien, mais sur l'idée que peut-être que Jeff Molson voudrait investir dans l'équipe et s'inspirer du modèle à Toronto où on sait que le propriétaire des Maple Leafs, des Raptors et du TFC sont les mêmes personnes. Donc, si c'est ça qu'on apprend jeudi, c'est une énorme nouvelle, c'est une très bonne nouvelle pour le club. Mais par contre, si on sort un peu de ces utopies-là, de ces divagations-là, juste le principe que de nouveaux investisseurs seraient intéressés à l'Impact de Montréal suite à ce projet-là, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on sait que des investisseurs, ça égale plus d'argent pour investir dans le club, dans les installations, dans le stade, dans l'académie et aussi dans l'effectif. Donc, on peut rêver peut-être à une équipe comme Toronto FC.
Toutefois, l'impact doit faire attention avec ce projet-là de ne pas mettre à dos tous les gens qui sont énormément attachés au produit actuel. Donc pour ce faire, il faut avoir beaucoup de clins d'œil avec l'ancienne équipe. Il ne faut pas renier complètement ce qu'on a fait jusqu'à présent sur toute l'histoire que représente l'impact jusqu'à présent. Donc présentement, sur Twitter, il y a des leaks, des fuites du prochain logo. Donc on sait probablement que la couleur bleue va rester. On sait aussi que la fleur de lys va rester sur le logo. Donc c'est des petites choses comme ça qui vont un peu apaiser les gens qui sont pas fans de ce vent de changement-là. Et aussi, lorsque je vous dis qu'un projet de rebranding prend énormément de temps, ça veut aussi dire que la campagne marketing qui a été faite lors de l'année 2021, l'Impact montréalais, a sûrement été faite de façon connexe avec tous les projets qui s'en viennent présentement. Donc il y a plusieurs personnes qui ont des bonnes hypothèses, qui croient que l'impact montréalais devrait rester dans le jargon de l'équipe, notamment peut-être en devenant le prochain slogan pour remplacer Tous pour gagner, qui est à l'unanimité un slogan qui veut pas dire grand-chose. Donc on va peut-être remplacer ce slogan-là par quelque chose qui veut nous dire quelque chose, l'impact montréalais. Donc on va tout le temps garder un morceau de l'impact. Et de toute manière, je crois que l'histoire, même si l'histoire doit être embrassée, qui doit être perpétuée par l'organisation, l'histoire c'est aussi quelque chose des fans qui doivent véhiculer ça à travers les traditions. Donc, au même titre que pour les Gunners d'Arsenal ou les Red Devils de Manchester United, l'Impact de Montréal va toujours rester l'Impact de Montréal si les fans continuent à appeler l'équipe comme ça d'une manière ou d'une autre. Donc, selon moi, j'ai pas de doute à m'imaginer que l'Impact va toujours rester un peu l'Impact, même si on change de nom. Donc, c'est de cette manière-là que je crois que le rebranding doit être fait. Donc, en conclusion, je crois que le projet que nous propose l'Impact, que va nous proposer l'Impact ce jeudi, c'est quelque chose de bénéfique si c'est un projet avec une plus grosse envergure qu'on le croit. Donc, je pense que si on nous présente seulement un changement de logo avec un changement de nom, et puis seulement ça, donc je crois que ça serait un peu une tempête dans un verre d'eau. Je pense pas que c'est quelque chose qui va attirer les gens au stade, juste un changement de logo puis un changement de nom. Donc, et je crois aussi que l'équipe de Kevin Gilmore pense la même chose. Donc, c'est un projet qui peut être vraiment bénéfique pour l'équipe si on a des annonces d'investissement sur le stade, sur l'effectif ou une annonce beaucoup plus grande qui pourrait nous faire croire que l'équipe va au prochain niveau, fasse le next step. Sinon, je crois que c'est une mauvaise idée et probablement que ça va en plus terner la réputation de l'Impact si on fait juste changer de nom pour le fun. Donc moi, personnellement, quand que je vois ça, je peux juste être excité parce que ça me dit que l'Impact essaie de prendre la bonne direction. Ils savent que les choses ne vont pas bien en ce moment et on essaie de trouver la solution ou les idées qui peuvent nous amener au prochain niveau, le niveau qu'on aurait dû atteindre, selon moi, en 2012. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez été d'accord ou que vous n'avez pas été d'accord avec mon opinion. C'est pas quelque chose d'important. L'important, c'est d'ouvrir une discussion sur pourquoi on s'en est rendu là, pourquoi on a voulu changer l'image de marque. Et j'espère peut-être vous avoir éclairci, peut-être vous avoir donné des points de vue que vous n'aviez pas pensé encore. J'espère que vous avez apprécié et que j'espère aussi qu'on va pouvoir se revoir pour une prochaine vidéo. Salut!